On vous a traité d'égoïste. Vous vous souvenez quand exactement? Quand vous avez dit non, quand vous avez posé une limite, quand vous avez privilégié votre paix intérieure au confort des autres. Et à ce moment-là, vous avez ressenti de la culpabilité, parce qu'on vous a appris que se mettre en premier est un acte d'égoïsme. Et ce mensonge n'était pas un accident, c'était une stratégie. Machiavel a découvert une vérité brutale à Florence au début du XVIe siècle. L'accusation d'égoïsme est l'arme de contrôle la plus efficace jamais créée, plus puissante qu'une menace, plus silencieuse qu'une manipulation explicite, parce qu'elle vous pousse à vous auto-surveiller. Elle vous fait renoncer à votre propre pouvoir par peur d'une étiquette. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 10 lois du pouvoir qui séparent la préservation de soi stratégique de l'égoïsme destructeur. Et à la fin, un test en 3 questions révélera si vous êtes égoïste ou stratégiquement intelligent. Mais je dois vous prévenir, une fois que vous aurez compris la différence, vous ne tomberez plus jamais dans le piège de la culpabilité manipulée. La confusion entre prendre soin de soi et être narcissique n'est pas innocente. Elle est intentionnelle, parce que les personnes qui se placent en premier stratégiquement sont difficiles à contrôler. Les personnes qui protègent leur énergie n'acceptent pas les miettes. Les personnes qui ont des limites claires ne sont pas manipulables par la culpabilité. Et la culpabilité, c'est le carburant du contrôle social. Pas la peur, la culpabilité. Parce que la peur, vous l'identifiez comme extérieure. La culpabilité, vous l'intériorisez comme une faute morale. Et vous l'utilisez alors contre vous-même, économisant le travail de ceux qui veulent vous contrôler. C'est un peu comme l'effet Tartuffe dénoncé par Molière, où l'hypocrisie et la fausse dévotion servent à manipuler les autres. Machiavel a observé cela dans les cours italiennes. Il voyait des hommes de pouvoir réel être manipulés par des accusations d'égoïsme lorsqu'ils établissaient des limites. Il voyait des dirigeants faibles utiliser un altruisme de façade pour masquer leur incompétence. Il voyait des princes être détruits non pas par des ennemis forts, mais par des alliés faibles qui drainaient leurs ressources par un chantage émotionnel déguisé en nécessité. Et vous? Combien de fois avez-vous cédé à ce que vous ne vouliez pas, par peur d'être traité d'égoïste? Combien de fois vous êtes-vous sacrifié, non pas par générosité authentique, mais par peur du jugement? Combien de fois avez-vous trahi vos propres besoins pour maintenir une image de personne bien? Calmez-vous, parce que la partie la plus brutale arrive maintenant, et elle va soit vous libérer, soit vous déranger profondément. Loi numéro 1. L'égoïsme, c'est nuire aux autres pour son propre bénéfice. La préservation de soi, c'est se protéger sans nuire à personne. Voici la distinction qu'ils ont effacée de votre conscience. L'égoïsme, c'est un gain au prix d'un dommage actif causé à autrui. La préservation de soi, c'est la protection de soi-même sans causer de dommage actif. Égoïste, vous manipulez, mentez, exploitez quelqu'un pour obtenir un avantage, préservation de soi. Vous établissez une limite, vous dites non, vous protégez votre énergie sans attaquer personne. Égoïste, vous prenez ce qui ne vous appartient pas, vous nuisez activement à quelqu'un. Préservation de soi, vous ne donnez pas ce qui vous appartient quand vous ne voulez pas donner. Vous ne nuisez à personne. Vous ne vous nuisez juste pas à vous-même. Vous voyez la différence brutale? L'égoïsme est une action offensive qui cause un dommage. La préservation de soi est une action défensive qui prévient un dommage qui vous serait causé. Mais on vous a appris que refuser vos ressources, votre énergie, votre temps, c'est de l'égoïsme. Ce n'est pas le cas. C'est une gestion stratégique de ce qui vous appartient. Personne n'a un droit automatique à votre temps, votre énergie, votre argent, votre corps, votre paix. Et refuser l'accès, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la souveraineté sur votre propre territoire. Machiavel était direct.
Un prince qui ne protège pas les ressources de son royaume n'est pas généreux. Il est incompétent. Et un prince incompétent perd son royaume. Pas face à des ennemis, face à sa propre stupidité de penser que distribuer des ressources sans stratégie est une vertu. Et vous êtes le royaume. Vos ressources sont le temps, l'énergie, la paix intérieure, l'argent, le corps, l'attention. Et distribuer cela sans stratégie, sans réciprocité, sans discernement, ne vous rend pas noble. Cela vous rend vulnérable. Loi numéro 2. Celui qui vous accuse d'égoïsme. Lorsque vous établissez des limites, est celui qui profitait de leur absence. Observez le schéma. Qui est offensé quand vous dites non? Ce n'est pas celui qui vous aime vraiment. C'est celui qui profitait de votre oui automatique. Qui se plaint quand vous établissez des limites? Ce n'est pas celui qui vous respecte. C'est celui qui exploitait votre manque de limites. Qui vous traite d'égoïste quand vous priorisez votre paix? Ce n'est pas celui qui se soucie de vous. C'est celui qui se souciait de ce que vous faisiez pour lui. L'accusation d'égoïsme est une confession déguisée. Vous étiez utile, maintenant vous êtes incommode. Et l'incommodité est intolérable pour ceux qui vous voyaient comme un outil, pas comme une personne. Machiavel l'a observé. Ceux-là même qui exigeaient la générosité du prince étaient les premiers à le trahir quand il en avait besoin, parce que leur loyauté n'était pas envers lui. Elle était envers les avantages qu'il procurait. Et quand vous établissez une limite, vous arrêtez de fournir un avantage non réciproque. Et alors le masque tombe. Et vous voyez, il n'a jamais été question d'amour, d'amitié, de famille. Il a été question d'utilité. Cela fait mal? Oui. Mais est-ce libérateur? Aussi. Parce que maintenant vous savez, celui qui vous aime vraiment respecte vos limites. Celui qui vous utilise attaque vos limites avec la culpabilité. Loi 3. L'altruisme sans préservation de soi est une autodestruction travestie en vertu. Voici la vérité que les coachs de motivation vous cachent. L'altruisme réel n'est possible que lorsque vous êtes fort. Vous ne pouvez aider personne efficacement si vous êtes vous-même brisé, épuisé, émotionnellement vidé. L'altruisme sans préservation de soi ne sauve personne. Il crée juste 2 noyés au lieu d'un. Pensez à la métaphore de l'avion. Placez votre masque à oxygène en premier, puis aidez les autres. Pourquoi? Parce que si vous vous évanouissez en essayant d'aider d'abord, vous mourrez tous les deux. Si vous vous protégez d'abord, vous pouvez aider efficacement. Machiavel a vu des princes se ruiner en essayant de sauver tous leurs sujets, et à la fin, ils ont perdu le royaume. Et avec le royaume, ils ont perdu la capacité d'aider qui que ce soit, parce qu'ils ont distribué des ressources sans stratégie jusqu'à ne plus avoir de ressources. Et alors, le royaume est tombé, et tout le monde a souffert. La leçon brutale. La générosité stratégique sauve plus de personnes que le sacrifice de soi stupide. Vous pouvez aider 100 personnes si vous restez fort, ou vous pouvez vous détruire en aidant 10 personnes, et alors ne plus pouvoir aider personne, y compris vous-même. Alors la question n'est pas « dois-je aider les autres ?» La question est « mon aide est-elle durable ou suis-je en train de m'autodétruire en prétendant la vertu ?» Loi numéro 4. Vous n'avez pas à vous justifier pour vos limites. Une limite n'est pas une négociation, c'est une déclaration. Vous n'avez pas à convaincre quiconque que votre non est valable. Vous n'avez pas à prouver que vous méritez de protéger votre paix. Vous n'avez pas à justifier pourquoi vous ne voulez pas faire quelque chose. Non est une réponse complète. Non, accompagnée d'une explication si vous voulez donner du contexte, mais jamais accompagnée d'une justification qui ouvre une brèche à la persuasion. Parce que quand vous vous justifiez, vous ouvrez la porte à « mais votre justification n'est pas assez bonne ». Et alors, vous vous retrouvez piégé à défendre quelque chose qui n'a jamais eu besoin d'être défendu, votre droit de dire non. Machiavel était clair, un prince qui explique trop ses décisions perd de son autorité.
parce qu'une explication excessive suggère une insécurité. Et l'insécurité invite au défi. Il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'être clair. Non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Non, ce n'est pas dans mes plans. Point final. Si la personne vous respecte, elle acceptera. Si elle ne vous respecte pas, aucune explication ne sera suffisante. Alors pourquoi gaspiller de l'énergie à défendre l'indéfendable, votre droit souverain sur votre propre vie? 5e loi. La réciprocité est la différence entre générosité et stupidité. La vraie générosité se produit dans un contexte de réciprocité. Pas nécessairement immédiate, pas nécessairement avec la même monnaie d'échange. Mais il y a un modèle d'échange, de respect mutuel, de valorisation. La stupidité survient lorsque vous continuez à donner à ceux qui ne rendent jamais l'appareil. Lorsque vous investissez dans ceux qui ne font que retirer. Lorsque vous êtes disponible pour ceux qui ne le sont jamais pour vous. Machiavel l'a observé. Les hommes sont ingrats par nature. Tant que vous êtes utile, ils sont à vous. Quand vous avez besoin, ils disparaissent. Donc, la générosité sans observer la réciprocité, c'est jeter des perles aux cochons. Non pas parce que les autres sont des cochons, mais parce que vous donnez ce qui est précieux à ceux qui ne le valorisent pas. C'est comme offrir un grand cru à quelqu'un qui ne jure que par la bière bon marché. Alors comment connaître la différence? Observation des modèles, pas des paroles, des modèles d'action. Si la personne vous rend l'appareil, d'une manière ou d'une autre, il y a réciprocité. Ce n'est peut-être pas dans la même mesure, mais il y a un effort véritable. Imaginez un ami qui vous aide à déménager et vous invite ensuite à dîner pour vous remercier. Si la personne disparaît quand vous avez besoin et réapparaît quand vous pouvez donner, il n'y a pas de réciprocité. Il y a parasitisme déguisé en amitié. C'est un peu comme le copain qui n'appelle que quand il a besoin d'un service, mais jamais pour prendre de vos nouvelles. Et continuer à donner là où il n'y a pas de réciprocité. Ce n'est pas de la générosité. C'est nier la réalité pour maintenir un fantasme de connexion qui n'existe pas. Gardez ça en tête, parce que cela aura du sens quand je vous révélerai le test à la fin. Mais avant, vous devez comprendre quelque chose qui va changer la donne. 6e loi, la culpabilité manipulée est différente de la responsabilité réelle. La culpabilité réelle vient du fait de causer un dommage évitable. Vous avez menti, trahi, nui à quelqu'un activement. Cette culpabilité est un retour moral valide. La culpabilité manipulée vient du fait de ne pas faire ce que quelqu'un veut que vous fassiez. Vous avez dit non, établi une limite, priorisé votre paix. Vous n'avez causé aucun dommage. Vous ne vous êtes juste pas nui à vous-même, mais on vous fait sentir coupable comme si vous aviez commis un crime. La différence, la culpabilité réelle, pointe vers une action offensive de votre part. La culpabilité manipulée pointe vers un manque de sacrifice de votre part. Exemple de culpabilité réelle. Vous avez promis quelque chose et vous ne l'avez pas respecté sans raison valable. Vous avez causé des dommages par irresponsabilité. C'est un peu comme promettre à votre voisine de garder son chat et l'oublier. Exemple de culpabilité manipulée. Vous n'avez rien promis, mais quelqu'un s'attendait à ce que vous le fassiez. Et on vous fait sentir coupable de ne pas répondre à une attente qui n'a jamais été de votre responsabilité. Machiavel a vu des dirigeants se faire manipuler par la culpabilité de ne pas sauver tout le monde. Mais un dirigeant ne peut pas sauver tout le monde. Il peut gouverner stratégiquement pour le bien du territoire. Mais sauver individuellement chaque citoyen? Impossible. Et ressentir de la culpabilité face à la limite de la réalité, c'est accepter une culpabilité manipulée. Vous n'êtes pas responsable des attentes que les autres ont placées en vous sans votre consentement. Vous n'êtes pas responsable de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Vous n'êtes pas responsable de sacrifier votre paix pour maintenir la commodité d'autrui.
La responsabilité réelle concerne vos promesses, vos actions, vos dommages causés. Tout au-delà de cela est une culpabilité manipulée pour vous contrôler. Septième loi, votre paix intérieure n'est pas négociable. Si quelque chose ou quelqu'un détruit votre paix constamment, peu importe la noblesse de la cause ou la proximité de la personne, vous avez le droit de vous distancer. Pas comme une punition, comme une autopréservation. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une fondation. Sans elle, vous ne fonctionnez pas, vous ne créez pas, vous n'aimez pas genuinement, vous ne pensez pas clairement. Vous survivez simplement en mode défensif constant. Et la survie n'est pas la vie, c'est une existence minimisée. Machiavel était brutal. Un dirigeant sans paix intérieure prend des décisions émotionnelles. Et les décisions émotionnelles détruisent des territoires. Parce que la peur, la colère, le ressentiment ne sont pas des stratèges compétents. Imaginez un chef d'entreprise prenant des décisions importantes sous le coup de la colère. Le résultat serait désastreux. Alors, protéger votre paix n'est pas de l'égoïsme. C'est une condition préalable à toute action stratégique, toute générosité durable, tout amour véritable. Vous, sans paix, c'est vous réduit. Et vous réduit ne sert personne, pas même vous-même. 3 personnes ont compris cela ces dernières années. La première continue de sacrifier sa paix pour tout le monde et est médicamentée, épuisée, pleine de ressentiment. La seconde a établi la paix comme non négociable et a perdu des gens mais a gagné en clarté, en santé et en respect de soi. La troisième hésite encore entre plaire à tout le monde ou avoir la paix. Laquelle êtes-vous? 8e loi, les limites ne sont pas des murs, ce sont des portails. La confusion, les limites comme rejet total. La réalité, les limites comme gestion stratégique de l'accès. Une limite ne signifie pas ne jamais aider personne. Cela signifie choisir quand, comment. Combien aider en fonction de la réciprocité, de la capacité, de la stratégie. Une limite ne signifie pas isolement total. Cela signifie le contrôle de qui entre, quand entre, quel accès a à votre temps, votre énergie, votre paix. Un mur bloque tout le monde. Un portail a un gardien. Le gardien, c'est vous, et vous décidez. Cette personne a-t-elle démontré une réciprocité suffisante pour avoir un accès profond? Cette situation mérite-t-elle mon énergie maintenant? Cette demande est-elle alignée sur mes priorités? Ou est-ce une distraction? Un portail s'ouvre et se ferme en fonction de critères. Les critères sont la réciprocité, le respect, l'alignement stratégique. Et cela ne vous rend pas froid, cela vous rend stratégiquement aimant. Parce que vous aimez genuinement ceux qui sont à l'intérieur du portail. Vous ne feignez pas un amour universel tout en voulant à tout le monde de vous épuiser. 9e loi, l'autopréservation génère le respect, l'autosacrifice génère le mépris déguisé en gratitude. Paradoxe brutal, plus vous vous sacrifiez, moins on vous respecte. Parce que l'autosacrifice constant communique « je ne me valorise pas ». Et si vous ne vous valorisez pas, pourquoi les autres le feraient-ils? Machiavel a observé les dirigeants qui essayaient d'être aimés par une générosité excessive étaient méprisés. Les dirigeants qui protégeaient leurs ressources stratégiquement étaient respectés, craints et finalement aimés de manière plus authentique, parce que le respect vient de limites claires. L'amour véritable vient du respect. Alors, paradoxalement, vous gagnez un amour réel lorsque vous cessez de le rechercher par l'autosacrifice. Avez-vous déjà remarqué? Les personnes que vous respectez le plus sont celles qui ont des limites claires, celles qui disent non quand c'est non, celles qui protègent leur paix, celles qui ne sont pas toujours disponibles. Et les personnes que vous méprisez secrètement malgré le fait de les utiliser sont celles qui se sacrifient perpétuellement, celles qui ne disent jamais non.
celles qui sont toujours disponibles. Vous utilisez leur disponibilité, mais vous ne respectez pas le manque de limites. Alors la vérité dure, le sacrifice génère l'utilisation, les limites génèrent le respect. Et vous voulez quoi? 10e loi. Vous enseignez comment vous traitez à travers ce que vous acceptez. La personne qui vous manque de respect n'est pas le problème principal. Le fait que vous acceptiez le manque de respect est le problème principal. Parce que l'acceptation communique, c'est tolérable. Recommence. Vous enseignez aux autres comment vous traitez à travers 3 choses. Ce que vous tolérez, ce que vous confrontez, ce que vous abandonnez. Vous tolérez le manque de respect? Enseignez. Manquez-moi de respect, j'accepte. Vous confrontez le manque de respect avec une limite claire? Enseignez. Respectez-moi ou perdez l'accès. Abandonner une situation désespérée, c'est une leçon. Franchir une limite innégociable. Vous n'existez plus pour moi. Point final. Machiavel était clair. Un dirigeant qui tolère la trahison une fois invite à une trahison constante. Un dirigeant qui punit sévèrement la trahison enseigne que la trahison a un coût bien trop élevé. C'est Machiavel, Florence, début du XVIe siècle. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de communiquer clairement des limites par le biais de conséquences. Et vous, qu'enseignez-vous aux gens à travers ce que vous acceptez, que vous êtes respectable ou que vous êtes disponible? Réfléchissez bien. Les 10 lois prennent maintenant tout leur sens ensemble. La préservation de soi n'est pas de l'égoïsme. Parce qu'elle protège sans nuire, elle établit des limites sans attaquer, elle prend soin de soi pour pouvoir genuinement prendre soin des autres. Et elle enseigne le respect grâce à des limites claires, comme le disait Simone de Beauvoir. L'égoïsme, lui, est différent. Il nuit activement, il manipule pour le profit, il prend ce qui ne lui appartient pas, il détruit la réciprocité. C'est un acte conscient de domination, et la confusion entre les deux n'est pas un accident, c'est du contrôle social. Parce que si vous ne connaissez pas la différence, vous restez paralysé. Vous ne vous protégez pas, par peur d'être égoïste. Et là, vous devenez vulnérable, et la vulnérabilité invite à l'exploitation, une exploitation organisée. Le test des 3 questions, égoïsme ou préservation de soi stratégique. Prenez note, quand vous établissez une limite ou que vous dites non. Demandez-vous, première question, est-ce que je cause un dommage actif à quelqu'un ou est-ce que je ne fais que ne pas me nuire? Si vous nuisez activement à quelqu'un, en manipulant, en mentant, en volant, c'est de l'égoïsme. Si vous ne faites que protéger votre temps, votre énergie, votre paix, sans attaquer personne, c'est de la préservation de soi. Deuxième question, y a-t-il une réciprocité dans cette relation? Ou est-ce unilatéral? S'il y a un modèle d'échange mutuel, il peut être intéressant d'assouplir une limite ponctuellement. Si c'est toujours vous qui donnez et l'autre qui reçoit, la limite n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sanité. C'est une question de survie. Troisième question, mon action protège-t-elle ma capacité à être genuinement généreux ou m'affaiblit-elle au point de ne plus pouvoir aider personne? Si protéger votre énergie maintenant vous permet d'aider plus efficacement plus tard, c'est stratégique. Si sacrifier votre énergie maintenant vous laisse épuisé et incapable d'aider qui que ce soit, c'est stupide et contre-productif. Si les 3 réponses indiquent la préservation de soi, la culpabilité que vous ressentez n'est pas de la conscience, c'est du conditionnement. Et vous pouvez ignorer le conditionnement quand vous le reconnaissez comme tel. N'ayez plus peur. Cas pratique, préservation de soi versus égoïsme. Cas 1, un proche toxique qui exige votre temps. L'égoïsme serait attaquer la personne, activement, manipuler, se venger. La préservation de soi est établir une limite de contact, une cordialité à distance, protéger sa paix, sans attaquer. Quelqu'un vous traite d'égoïste pour cela? Cela révèle qu'il bénéficiait de votre accès illimité.
et qu'il est contrarié par la perte de commodité. Ce n'est pas un feedback valable, c'est une résistance à une limite saine, K2, une demande de prêt, que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas. Faire l'égoïsme serait avoir les ressources. La personne est genuinement dans le besoin et vous refusez par cruauté. La préservation de soi est ne pas avoir les ressources, sans compromettre votre propre stabilité, ou en avoir, mais observer un modèle de non-remboursement dans les prêts précédents. On vous traite d'égoïste, on veut un accès à votre ressource sans respecter votre réalité financière, ou un modèle de réciprocité. Il ne s'agit pas que vous soyez égoïste, il s'agit d'une attente non satisfaite, générant une accusation. K3. Un ami qui déballe toujours ses problèmes, mais n'est jamais disponible quand vous en avez besoin. L'égoïsme serait être là pour l'autre, mais refuser cruellement quand l'autre a besoin de vous. La préservation de soi est reconnaître le déséquilibre, réduire la disponibilité émotionnelle pour une réciprocité réelle, pas pour punir, mais pour protéger son énergie. On vous traite d'égoïste quand vous arrêtez d'être un thérapeute gratuit. Cela confirme, ce n'était jamais de l'amitié, c'était une transaction. Et vous avez le droit de mettre fin à des transactions déséquilibrées. La liberté commence là. K4. Un travail qui exploite votre temps. Sans compensation. Juste l'égoïsme serait ne pas faire le travail pour lequel vous êtes payé et embauché. La préservation de soi est ne pas faire de travail supplémentaire non rémunéré, ne pas être disponible 24h/24 et 7h/7, établir une limite entre le professionnel et le personnel, vive la vie privée, on vous traite de non impliqué, pas un joueur d'équipe. Traduction, vous étiez pratique quand on vous exploitait. Maintenant que vous avez une limite, vous êtes incommode. Et cette incommodité vous fait étiqueter comme un problème. Mais le problème est l'attente d'exploitation, pas votre préservation de soi. Vous voyez le schéma? Chaque fois que la préservation de soi est étiquetée comme de l'égoïsme, il y a quelqu'un qui perd un accès non réciproque à vous. La transformation finale de la culpabilité paralysante à la clarté stratégique. La transformation n'est pas mystique. C'est une décision brutale. Arrêtez de confondre la préservation de soi avec l'égoïsme. Arrêtez de se sentir coupable, de protéger ce qui est à vous. Arrêtez d'accepter une accusation comme une vérité sans examiner la source et la motivation. Et quand vous faites cela, quelque chose change. Vous récupérez l'énergie qui était drainée par la culpabilité. Vous établissez des limites sans remettre en question. Vous dites non sans explication excessive. Vous priorisez votre paix sans demander la permission. Et vous perdez des gens, oui, tous ceux qui vous voulaient disponibles, pas heureux. Tous ceux qui vous voyaient comme une ressource, pas comme une personne. Tous ceux qui confondaient votre générosité avec une obligation. Et cela fait mal, temporairement. Parce que même l'exploitation laisse un vide quand elle disparaît. Mais alors, la clarté arrive, et vous réalisez, vous n'avez rien perdu de réel. Vous avez juste nettoyé des illusions. Et dans l'espace que les illusions occupaient, vous construisez quelque chose de solide, des relations basées sur la réciprocité, une générosité durable parce qu'elle vient de la force, pas de la culpabilité, une paix intérieure parce que vous arrêtez de la négocier pour de l'approbation. N'attendez rien en retour. Machiavel n'enseignait pas la cruauté, il enseignait le discernement entre qui mérite votre générosité et qui exploite votre culpabilité, entre la préservation de soi nécessaire et l'égoïsme destructeur, entre être stratégiquement intelligent et stupidement auto-sacrifié. Soyez comme Catherine de Médicis. Vous venez de voir les 10 lois du pouvoir qui séparent la préservation de soi de l'égoïsme.
Et voici quelque chose d'important. Cette distinction a été volontairement effacée de la conscience collective, parce qu'une société qui ne différencie pas les deux produit des personnes paralysées par la culpabilité, des personnes qui ne se défendent pas, n'établissent pas de limites, ne protègent pas leurs ressources, des personnes facilement exploitables par ceux qui comprennent le jeu de la domination. Peu de chaînes enseignent cette distinction, parce qu'il est plus lucratif de vendre un altruisme sans discernement. Il est plus populaire de prêcher le sacrifice sans réciprocité. Il est plus accepté de romantiser l'autodestruction comme une vertu. Le super thanks, là en dessous, n'est pas qu'un simple soutien. C'est vous qui dites « je veux de la clarté brutale, pas de la culpabilité manipulée ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez une vérité qui libère, pas une narrative qui emprisonne. Brisez les chaînes. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes quelqu'un qui choisit la préservation de soi stratégique plutôt que la culpabilité paralysante. Quelqu'un qui comprend prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est un prérequis pour une générosité genuine. Et ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui comprennent la différence entre le pouvoir réel et la victimisation déguisée en vertu. Maintenant, la pratique, qui transforme la connaissance en action. Exercice de libération. Audit de culpabilité. Prenez papier et stylo. Listez toutes les situations où vous vous êtes senti coupable. Récemment, n'ayez plus peur de vous remettre en question. Alors, pour chaque action, appliquez le test des 3 questions. Premièrement, est-ce que je cause un tort actif ou est-ce que je me protège simplement? Deuxièmement, y a-t-il une réciprocité ou est-ce unilatéral? Troisièmement, mon action protège-t-elle ma capacité à être généreux de manière durable ou m'affaiblit-elle? Si les 3 questions indiquent une préservation de soi, rayez la culpabilité littéralement parce qu'elle n'est pas justifiée. C'est un conditionnement et le conditionnement perd son pouvoir quand il est exposé, comme un mauvais tour de magie révélé au grand jour. Et ensuite, la décision. Vais-je continuer à porter cette culpabilité manipulée? Ou vais-je utiliser cette énergie pour construire quelque chose de réel? Quelque chose qui ait du sens pour vous? Et à partir de maintenant, chaque fois que quelqu'un vous traitera d'égoïste, au lieu d'intérioriser, demandez-vous « Qu'est-ce que cette personne perd avec ma limite ?» Et si la réponse est un accès non réciproque, l'accusation n'est pas un feedback, c'est une résistance à la perte d'exploitation, un peu comme un propriétaire qui verrait son locataire s'en aller. Et vous pouvez simplement reconnaître, cette personne est contrariée parce qu'elle a perdu un avantage, j'ai perdu de ma convenience. Ça ne fait pas de moi un égoïste, ça la rend simplement incommodée par une limite saine. Ce n'est pas mon problème de résoudre ça. Chacun son chemin. Et suivez votre voie. Imposez votre limite. Parce qu'une limite n'a pas besoin de validation externe. Elle a juste besoin d'un engagement interne, comme un serment que l'on se fait à soi-même. La vérité finale est simple, mais révolutionnaire. Vous avez le droit de vous placer en premier, pas comme une tyrannie sur les autres, mais comme une souveraineté sur votre propre territoire. Votre temps, votre énergie, votre tranquillité sont vôtres et gérer ce qui vous appartient stratégiquement n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Machiavel lui-même l'aurait dit, avec sa froide lucidité, l'égoïsme, c'est prendre ce qui ne vous appartient pas. La préservation de soi, c'est protéger ce qui vous appartient. Et la différence entre les deux est claire pour qui veut la voir. Mais la majeure partie des gens mourront sans la voir. Ils mourront en portant la culpabilité pour des limites qui étaient saines. Ils mourront en s'étant sacrifiés pour ceux qui n'ont jamais rien rendu. Ils mourront en pensant que le sacrifice de soi était une vertu, alors que ce n'était que la peur d'être accusé d'égoïsme. Une peur distillée dès l'enfance par des « il faut être gentil ». Antoine, un ami,
s'est toujours plié aux exigences de ses collègues, jusqu'à l'épuisement. Sophie, sa femme, elle, s'est sacrifiée pour ses enfants, au détriment de ses propres rêves. Ils ont tous les deux fini par se sentir vidés, aigris, sans comprendre pourquoi. Vous avez le choix, continuer à confondre les deux et vivre paralysé par la culpabilité, ou comprendre la différence, et vivre avec une clarté stratégique. Le choix a toujours été vôtre. Mais maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne connaissiez pas la différence entre prendre soin de soi et être narcissique, entre protéger son territoire et envahir celui des autres. Commentez, limite, si vous êtes prêt à arrêter de vous sentir coupable de votre préservation de soi stratégique, si vous êtes prêt à dessiner les contours de votre royaume, comme l'aurait fait un dirigeant florentin au début du XVIe siècle, et si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que la préservation de soi est de l'égoïsme déguisé, réfutez dans les commentaires, parce que soit vous comprenez la différence, soit vous êtes pris au piège de la culpabilité, qui vous contrôlera pour toujours, un peu comme une marionnette dont on tire les ficelles, team culpabilité paralysante ou team clarté stratégique. Quelle équipe vous a vraiment libéré ?